Je suis ravi de commencer pour présenter cette conférence sur laquelle j'ai travaillé durant une année et demie, ou même peut-être pendant 10 ans. Ce soir, c'est un jour manifestement spécial pour moi. Je vais présenter des choses que je n'ai jamais dites en public. Souvent, j'essaie de mettre en relief tous les aspects de l'ufologie, autant ce qui me semble moins intéressant, juste pour montrer à quel point c'est un vaste domaine. Cependant, ce soir, je veux insister sur ce qui me semble le plus important et distinguer les phénomènes les uns des autres, car tout au long de ma conférence, mon leitmotiv sera que en ufologie, c'est une grande pagaille. On mélange tout les uns les autres, chacun apporte son opinion, il y a peu de collaboration, peu de respect. Et puis, d'autre part, il y a d'excellents travaux. Souvent, les meilleurs travaux ne sont pas tellement connus. Alors, tout au long de ma conférence, je vais insister sur des auteurs sur lesquels la discipline ufologique devrait se construire. Des auteurs qui m'ont pris des années à découvrir. L'étude que je vous présente ce soir est basée sur au moins une cinquantaine d'auteurs. D'autant plus qu'en ufologie, il y a toutes sortes de gens qui s'intéressent à ça, puis il y a de quoi, c'est tellement mystérieux. Mais même parmi les spécialistes en ufologie, on s'aperçoit que ces gens lisent très peu. Puis c'est à cause c'est un domaine trop vaste. Il m'a fallu quand même 10 ans pour moi-même arriver à faire comme une somme totale que je vais vous présenter ce soir. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que, oui, l'ufologie doit absolument se responsabiliser, tant par la collaboration que par la qualité des travaux. La première partie de ma conférence s'intitule « Analyse et évaluation de la littérature dite ufologique ». C'est-à-dire que dans cette littérature, c'est que l'ufologie est un mot qu'on doit se départir. Alors, on appelle cette littérature qui traite des ovnis, il faut bien lui donner un nom. Mais elle inclut aussi tout ce qui concerne la littérature des expériences religieuses, un petit peu la littérature du paranormal. Et puis, je vais présenter des concepts pour mieux cribler qu'est-ce qui est quoi, pour qu'on puisse s'y repérer. Dans la seconde partie, je vais aborder peut-être les choses les plus intéressantes, à savoir les composantes du phénomène OVNI. C'est quoi les caractéristiques principales? Alors, avant de vous parler de ça, je dois faire une longue introduction pour bien placer les choses, pour pouvoir comprendre, parce que c'est très difficile, voir clair, parmi autant de couches d'informations. Souvent aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais qui ne sont pas, disons, des spécialistes ou des scientifiques. Ils sont mis de côté, alors qu'on devrait plutôt les accueillir, même s'ils n'ont pas un background reconnu. Tout ça pour dire que la seconde partie, je l'intitule « La dialectique de la sérendipité et de la zemblanité », c'est-à-dire que l'ufologie représente le mystère absolu. C'est l'expérience de l'homme face à l'inconnu, finalement. Qu'on dise que c'est un ovni, que c'est des extraterrestres ou des anges, c'est un petit peu donner une réponse provisoire, hâtive. Ce n'est qu'un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? La sérendipité, c'est le fait de découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas à découvrir, comme en ufologie. Au départ, les gens, durant la première génération de l'histoire de l'ufologie, de 1946 au début des années 60, dès le départ, ils ont adopté l'hypothèse que c'était extraterrestre. Ça semble être des vaisseaux, ce ne sont pas nous, donc ça vient d'ailleurs. Et puis cela a jeté un grand trouble durant des décennies, jusqu'au milieu des années 70, pour pouvoir mettre un petit peu de côté cette hypothèse, pour voir que le phénomène disait autre chose, qu'il ne fallait pas l'aborder avec ce qu'on pensait au départ. Voilà ce qu'il en est pour la sérendipité. La zemblanité, c'est un concept tout récent, inventé en 1999, qui veut dire le fait de découvrir des choses qu'on savait déjà. On pense que c'est une grande découverte, mais finalement, c'est bien commun. Ou encore, ça veut dire ne pas trouver ce qu'on recherche. Ne pas trouver surtout parce qu'on ne veut pas le trouver. Combien de gens en ufologie, combien de fanatiques des extraterrestres, pour eux, l'ufologie, c'est ça, c'est des êtres qui viennent d'ailleurs. C'est tellement cela que ça ne peut pas être rien d'autre. On se bouche les oreilles sur les autres idées. Moi, vous le savez, je me suis joint aux Sceptiques du Québec en partie pour mettre un petit peu de rationalité dans tout cela, mais aussi parce que moi, je ne défends pas l'origine extraterrestre de l'ufologie, ce qu'on appelle l'origine exogène des ovnis. Alors, c'est de ça que je vais vous parler toute la soirée. Pour commencer, je vais éclaircir certaines notions, entre autres tout ce qui concerne le problème de démarcation en ufologie. Le problème de démarcation,
c'est un terme philosophique, ça veut dire comment distinguer ce qui relève de la pseudo-science de la science. Et entre vous et moi, vous savez à quel point l'ufologie est toujours reléguée dans le domaine de la pseudo-science. C'est pour ça que, en grande partie, c'est des sujets prohibés dans les médias sérieux ou à l'université, alors que nous, ce soir, en étant à l'université, en faisant régulièrement des événements comme cela, nous voulons faire progresser la reconnaissance de ce qu'il y a de bon dans ces recherches. Et pour y parvenir, nous devons prendre une résolution commune des chercheurs et du public, pour qui c'est un sujet cher, pour adopter une désambiguation taxinomique du spectre de recherche. Ça semble bien compliqué, mais c'est très simple comme expression. Le spectre de recherche, ça veut dire tout l'éventail des possibilités de ce que ça peut être, ces choses inconnues qui nous dépassent. Et puis, pour y parvenir, il faut justement distinguer les divers phénomènes les uns des autres. C'est ce que ça veut dire, une désambiguation taxinomique. Un taxon, c'est le nom qu'on donne à une espèce de chose par rapport aux autres. Tout au long de ma conférence, je vais m'appuyer sur, comme je vous ai dit, sur des ufologues qui me semblent importants, comme Thomas Bullard, qui est un ufologue américain très respecté, collaboré avec de nombreux ufologues et qui fait de l'ufologie depuis les années 70. C'est un mythologue, un anthropologue. Et puis, en 2017, il a écrit un article avec Ballester Olmos que nous avons reçu à notre congrès. Ballester Olmos est un ufologue totalement sceptique, pour qui aucun phénomène ufologique n'a aucune pertinence. Moi, je n'ai pas ce scepticisme-là. Moi, je crois qu'il y a véritablement quelque chose, puis c'est ce que je vais vous démontrer. Et dans son dialogue qu'il a eu avec Thomas Bullard, c'est inspirant par ces deux personnes qui n'ont pas du tout la même opinion, mais qui font des travaux sérieux. Alors, Bullard dit, « Moi et mon partenaire sceptique, nous sommes d'avis que, oui, les ufologies sont de nature mythique, parce que toutes nos relations avec les ovnis passent par le mythe. » Ça va rejoindre ce que je vous ai dit un petit peu en début de conférence, que oui, l'humanité, finalement, au jour le jour, notre quotidien à nous est mythologique. Toutes les idées que nous avons, en général, du monde, qui ne sont pas nécessairement des choses très claires, ça relève en partie de nos pétitions de croyances. Nous ne pourrions pas vivre sans un horizon mythologique. C'est ce qu'il veut dire un petit peu ici. Cependant, regardez ce que Bullard répond très clairement à Ballester Olmos. Il dit que, oui, il y a beaucoup de choses mythologiques en ufologie. Cependant, il y a une collection de cas inexpliqués, importante en quantité et significative au niveau de la valeur des preuves qui sont associées, comme par exemple par le nombre de témoins qui rapportent la même chose ou parfois par des preuves auxiliaires. Moi, je me reconnais beaucoup dans Bullard. Cependant, vous allez voir, je vais le critiquer quand même, mais le but, c'est de faire progresser la discipline et s'appuyer sur les pionniers qui nous ont précédés. En 2017, Bullard a publié ce livre, The Myth and the Mystery of UFO, dans lequel il fait une distinction. Une distinction que vous allez trouver assurément très évidente, commune, quasiment naïve. Cependant, elle me semble tellement importante que je lui ai donné un nom, je l'ai appelé la distinction de Bullard. Alors, que faut-il entendre par la différence entre l'ufologie populaire et l'ufologie scientifique? C'est que l'ufologie populaire prend quasiment toute la place médiatique, et même chez les groupes amateurs, n'importe quelle idée qu'on peut se faire à propos de l'ufologie tombe dans l'ufologie populaire. La principale hypothèse qu'elle défend, c'est l'origine extraterrestre de phénomènes ufologiques. Tandis que du côté de l'ufologie scientifique, représentée par très peu de chercheurs finalement, c'est surtout une approche qui vise à ne mettre aucun postulat présupposé au seuil de la recherche et laisser les éléments de la recherche parler par eux-mêmes et se faire une opinion en fonction de ce que les témoins disent, de ce qui s'est réellement passé, et non de ce que l'ufologie populaire veut que ce soit. Alors, depuis 70 ans, on veut absolument que les ovnis soient d'origine extraterrestre, alors que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des cas. Il y a peut-être une certaine proportion que ce serait le cas. Cependant, à titre d'investigateur, de chercheur qui s'est profondément plongé dans ce domaine, la majorité des cas auxquels nous sommes confrontés ne sont pas extraterrestres. Cependant, ils sont excessivement inspirants. Il y a toute une sérendipité en ufologie parce que ça nous fait découvrir beaucoup de choses. C'est ce que je vais essayer de vous partager avec vous ce soir. À titre de
directeur d'un groupe ufologique qui a fait de nombreuses investigations depuis 10 ans. Je l'avoue, même notre groupe, le Garpan, a été, pour la majorité de ses activités, un groupe d'amateurs. C'est fort regrettable, surtout avec la rétrospective que j'ai maintenant. Mais c'est comme cela, lorsqu'on commence, qu'on n'est pas financé par un groupe, il faut se faire connaître, il faut découvrir des nouveaux collaborateurs qui vont se joindre à nous. Et puis, peu à peu, on peut adopter une perspective scientifique, mais il y a une véritable problématique ici. Moi, ce que je veux apporter comme première notion, c'est les niveaux d'activité en ufologie. Il faut vraiment les distinguer les uns des autres. Il y a le niveau de l'investigation qui est rencontrer des témoins, récolter l'information, traiter les dossiers, les archiver, les faire connaître. Ensuite, il y a la recherche. Mais la recherche ne se fait pas juste en naviguant le web. La vraie recherche en ufologie doit s'appuyer sur les investigations et non à partir de choses qu'on dit, de ce qu'on voudrait que ce soit. Et par la suite, le niveau de la spéculation, quant à moi, doit s'appuyer sur les meilleures recherches qui sont elles-mêmes basées sur les meilleures investigations. Évidemment, on peut spéculer sur la vie dans l'univers, de la vie extraterrestre même dans l'univers, j'y reviens. Mais quant à moi, ça, la réflexion sur la vie extraterrestre dans l'univers ne relève pas de l'ufologie. C'est surprenant comme proposition, mais j'y insiste puis je vais tenter de vous le démontrer. Finalement, j'ajoute une quatrième catégorie qui est la promotion. On peut promouvoir toutes sortes de choses par rapport à l'ufologie, mais quant à moi, la meilleure promotion serait celle qui promeut la spéculation et les recherches basées sur les meilleures investigations. Maintenant, pour un petit peu me présenter, justifier mon attitude là, que vous voyez, avec quelle hardiesse je m'exprime, c'est que c'est basé sur mon expérience. Alors, je vais en dire quelques mots. De toute façon, notre colloque s'appelait « De l'expérience à la science ». Alors, moi, mon expérience, c'est qu'en investigation, j'ai fait mon lot de corvées. Alors, j'ai fait des bilans annuels, j'ai publié des livres de mes investigations. On a publié 2 livres qui traitaient d'un seul cas d'humanoïde dans chacun d'entre eux. J'ai pu offrir des exercices pratiques de ce qu'on appelle des RR2, c'est-à-dire des exercices de lorsqu'un ovni se pose et laisse des traces, ou lorsqu'il se produit un phénomène qui a des traces, comment est-ce qu'on intervient sur le terrain pour récolter les données. Alors, on s'est pratiqué à faire cela. En gros, j'ai traité plus de 450 signalements durant ma carrière ufologique. Et puis, j'ai aussi de nombreuses investigations inédites que je publierai dans les années futures. Au niveau de la recherche, j'ai publié 2 livres de référence. Et puis, j'ai donné des conférences sur ce que j'appelle la paléo-ufologie, un petit peu ce que Martin Genta disait tout à l'heure. Mais même la paléo-ufologie, finalement, pour moi, ne relève pas de l'ufologie. La vraie ufologie, c'est celle qui se passe ici et maintenant. Celle post-1930, à partir du moment qu'on a pu filmer les témoins, à partir du moment qu'on a des données très claires. Il n'y a pas beaucoup de cas précédant le 20e siècle sur lesquels on peut faire de l'ufologie qui se veut rigoureuse. J'ai aussi fait de la spéculation, surtout sur tout ce que la phénoménologie peut nous apporter en ufologie, c'est-à-dire l'approche qui vise à laisser les phénomènes parler eux-mêmes, puis analyser seulement les phénomènes sans vouloir ajouter d'autres idées. J'ai aussi publié des ouvrages à cet égard. J'en suis moi-même surpris. J'ai quasiment fait trop de promotion, on le voit bien par ce tableau. J'ai offert des ateliers et des formations en ufologie, 4 cohortes d'étudiants. J'ai aussi co-organisé les congrès ufologiques depuis 2015. J'ai fait des traductions d'ufologues canadiens. J'ai édité 10 ufologues. C'est de la promotion. C'est sur cela que je m'appuie pour présenter certaines de mes propositions qui, d'un jeune homme comme moi, pourraient paraître un petit peu exagérées. Évidemment, une de mes belles réalisations, c'est d'avoir célébré les 50 ans de l'ufologie civile au Québec. Croisons maintenant la distinction de Bullard entre l'ufologie populaire et l'ufologie scientifique et les 4 niveaux d'ufologie que je vous ai présentés. On s'aperçoit d'une façon encore plus claire qu'en effet, il y a 2 types d'investigateurs. Les investigateurs amateurs, qui font ça pour le plaisir souvent, mais qui ne prennent pas ça totalement au sérieux. Et puis, à vrai dire, on reste toujours à la fois un investigateur amateur et professionnel. Pourquoi? Parce que ce type d'investigation n'est toujours pas structuré par des agences. Ensuite, c'est la même chose pour les chercheurs.
faire de la recherche sur le web à propos de l'ufologie, c'est être un chercheur amateur. Vous êtes tous des chercheurs amateurs, finalement. Tous ceux qui se sont intéressés, qui avaient ouvert une revue, regardé un film, c'est faire une certaine recherche. Si vous avez eu des questions, que vous avez fait la moindre petite démarche pour essayer de voir si c'est vrai ou si vous pouvez trouver autre chose, vous avez été un chercheur amateur, comme je le suis moi-même. Le moment où on devient un chercheur qui se veut scientifique, c'est le moment où, lorsqu'on prend la responsabilité de prendre de l'information pour la diffuser à un plus large public, avec tout le poids que ça représente. On ne peut pas s'exprimer n'importe comment, on a tout le poids de la postérité qui nous jugera en fonction de nos travaux. Finalement, on passe au niveau de la spéculation. Ici, comme vous pouvez voir, il y a quelque chose de différent. On touche à autre chose. C'est là le mystère de l'ufologie, c'est qu'on est confronté à l'inconnu. On n'a pas toutes les réponses. Il y a beaucoup trop de choses en ufologie. Même si on comprend une partie, on ne comprend pas tout le reste. Alors, on est simplement des humains qui pensent. Si vous avez eu la moindre question sur « c'est-tu vrai? » Puis les anges, puis le paranormal, vous avez commencé à faire une certaine spéculation. Les chercheurs, lorsqu'ils pensent scientifiquement, c'est très occasionnellement. C'est lorsqu'ils réussissent à faire le bon raisonnement, puis c'est pas le temps de le perdre, il faut l'écrire, parce que la plupart du temps, on est simplement un esprit qui divague, qui essaie de comprendre, on a faim, il faut dormir. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? J'apprécie bien cette idée. Finalement, c'est la même chose pour la promotion. Lorsque vous voyez un événement affiché sur le web ou dans les journaux ou à la télévision, demandez-vous la question, est-ce que cet événement, est-ce que cette émission promeut l'ufologie populaire ou celle qui se veut rigoureuse et scientifique? Alors, vous voyez le chemin qui reste à faire. On va se baser sur des auteurs de référence, comme je vous disais, comme par exemple ici le chercheur Rasmussen, qui a publié une importante bibliographie en 1985, une bibliographie de la littérature anglophone. C'est un bon livre qui nous montre où en était rendue l'ufologie il y a 35 ans. Alors, les choses ont beaucoup changé, mais voyez un petit peu comment lui voyait ça à cette époque-là. En gros, il discernait 3 types d'approches chez les différents ufologues ou dans l'entièreté de la littérature ufologique. Commençons par la droite. Il y a les rationalistes, qui l'appellent. Ils reconnaissaient 2 types dans cette approche en ufologie. Ils trouvaient de vrais scientifiques, comme des physiciens, des gens qui travaillaient dans des laboratoires. Ou sinon, les gens qui adoptaient l'attitude rationaliste, c'est souvent des gens qui ont un métier qui relève de la profession, comme être ingénieur, comme tout ce qui a demandé une certaine éducation et qui nécessite un certain protocole dans leur métier. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sortent de leur métier, qu'ils vont vers leurs intérêts, leur passion, qui peut être l'ufologie, ils vont garder cette approche. Évidemment, ce n'est pas l'entièreté des intervenants qui ont une telle approche. La catégorie la plus populaire, Rasmussen nous dit, évidemment, les enthousiastes, qu'il divise en 3 catégories. On les reconnaît, c'est vraiment eux qu'on voit le plus souvent. Ce sont les gens qui appartiennent à des clubs d'ufologie, pour qui l'ufologie est un hobby. Chaque mois, on se rencontre pour en parler. As-tu entendu cette semaine? Ensuite de ça, il y a les ufologues moyens, comme qu'ils l'appellent, qui sont un petit peu plus nuancés d'une certaine façon. C'est qu'eux, ils se sont aperçus qu'en effet, l'hypothèse première, que c'est simplement des vaisseaux avec des êtres à l'intérieur qui viennent ici, puis que l'ensemble des ovnis, c'est cela, pour eux, ils ont remarqué que c'était plus compliqué. Et finalement, il y a aussi, parmi les enthousiastes, des gens qui promeuvent beaucoup une approche scientifique en ufologie, mais qui ne l'adoptent pas. C'est surtout des vœux pieux, comme nous disons. Enfin, les cultistes, soit des gens qui abordent l'ufologie d'un point de vue religieux, qui associent souvent cela aux anges, aux démons, ou encore plus New Age, ici ils appellent ça les occultistes, mais c'est surtout le New Age, les êtres éthériques, le channeling, les révélations, les contactés. Ça, c'est comment Rasmussen voyait les choses. On va voir qu'il faut mieux discerner. Alors, je ne vous présenterai pas l'ensemble du tableau que vous retrouverez dans mon étude, mais remarquons ici les hypothèses et les explications promues par chacun d'entre eux. On peut voir que chez les rationalistes, il y a autant des gens qui sont pour l'origine mystérieuse des ovnis que ceux qui sont contre. C'est important à noter. Et chez les enthousiastes, il y a quand même des hypothèses intéressantes, comme entre autres l'hypothèse de John Keel avec les ultraterrestres,
une hypothèse qui a été reprise, entre autres, à la fin des années 90 et dans les années 2000 par Philippe Imbrogno. Les ultraterrestres, ce sont l'hypothèse comme quoi, derrière le phénomène, il y aurait des êtres ou une intelligence intentionnée qui donne une fausse idée de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on les appelle les cosmic jokers. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que, comme Rasmussen nous dit, lui qui a analysé en profondeur toute cette littérature, c'est que parmi eux tous, ceux qui ont fait les meilleurs travaux, ceux qui ont fait des analyses systématiques des données, ce sont les gens qui avaient l'approche rationaliste auquel je m'associe moi-même. Maintenant, revenons à Bullard en 2016, 30 ans plus tard. Mais pour lui, il y a 11 types d'ufologues. Et puis, il ne l'avait pas vraiment distingué avec sa propre distinction entre ufologie scientifique et populaire. Je l'ai faite par moi-même. J'ai mis en rouge les catégories qui me semblaient sujettes à caution. Alors, voyons de plus près. Évidemment, dans l'ufologie scientifique, on retrouve les ufologues scientifiques, mais aussi les spécialistes, c'est-à-dire des gens qui vont se concentrer sur une chose en ufologie, comme par exemple les gens qui s'occupent d'hypnose avec des contactés. Ils s'occupent de cela, pas d'observation visuelle, pas de lumière observée le soir. Disons dans cet exemple-ci, l'approche des spécialistes est importante. OK, oui, monsieur? Oui, une petite remarque. Un bon exemple de spécialiste, c'est le docteur Lair, je crois, qui en fait enlevait les implants décontactés et les faisait analyser. Très bon exemple. Je vais le reprendre à cause que j'ai le micro. Alors, monsieur nous dit qu'un bon exemple de spécialiste, c'est le docteur Roger Lair qui a retiré entre 15 et 20 implants. Il a publié des livres. Alors, lui, en effet, c'est un spécialiste. Je ne suis pas certain qu'il avait une grande connaissance de l'ufologie en général. Cependant, il a un titre de chirurgien dans sa profession. Il s'est concentré sur les cas d'implants et il a fait des contributions pour l'ufologie. Une autre catégorie que j'aurais pu mettre un peu dans l'ufologie scientifique, c'est la catégorie des explorateurs. C'est des gens qui, parfois, vont être des psychanalystes, des psychologues ou encore des folkloristes qui, à un moment donné de leur carrière, vont s'intéresser à l'ufologie uniquement en fonction de leurs intérêts. Puis une fois qu'ils ont fait le tour de leur intérêt en ufologie, bon, avec leurs hypothèses, ben, ils passent à autre chose, puis l'ufologie, c'est derrière eux. Mais par contre, ils peuvent quand même faire de bonnes contributions. Là où c'est plus compliqué, bon, les partisans intéressés, ce que Bullard veut entendre, c'est surtout le public en général. À la rigueur, les consommateurs d'ufologie. Les gens qui s'y intéressent, qui sont prêts à sortir leur monnaie pour assister à une conférence ou acheter des livres, des revues, voir un film de hollywoodien où il y a des extraterrestres. Pour eux, c'est de l'ufologie. Bon, on voit que c'est de l'ufologie populaire. Enfin, il y a les activistes. Ça, c'est les gens bien convaincus qui veulent défendre que c'est important l'ufologie, à tort ou à raison. Lorsqu'ils défendent que c'est uniquement des choses extraterrestres, quant à moi, ça mérite certaines réflexions. Enfin, il y a les intrus, qui ressemblent un petit peu aux explorateurs. C'est des gens qui se sont joints à l'ufologie uniquement parce que, comme disons, au Québec, il y a Duncan Day. En 1997, il a fait une thèse de maîtrise à l'Université Concordia sur les contactés. Il a fait sa thèse de maîtrise et puis ensuite de ça, il est passé à autre chose. Il a fait comme une intrusion en ufologie. Il n'a pas nécessairement voulu comprendre l'entièreté du domaine. Il a fait ce qu'il a fait à faire, il est passé à autre chose. Ensuite, les croyants. Thomas Bullard lui-même, qui est un chercheur que je respecte, se classe parmi les croyants. Lui qui a établi cette échelle. Il ne se classe même pas parmi les ufologues scientifiques. Il se classe parmi les croyants. Il dit, je ne peux pas prouver totalement, mais moi, j'ai de l'expérience. Il me semble qu'il y a véritablement un phénomène, mais je ne peux pas le prouver, donc je suis un croyant. Je trouve ça un petit peu spécial, mais... Enfin, il y a les sceptiques et les critiques. Les sceptiques, c'est ceux qui ont un certain scepticisme, tandis que les critiques, c'est un petit peu comme les sceptiques du Québec que j'ai invités à notre colloque, qui sont surtout contre l'ufologie. Ils sont très critiques et ils ne veulent pas vraiment voir qu'il y a une possibilité de recherche. Tandis que Ballester Olmos, que nous avions reçu à notre colloque, lui se classe davantage dans les sceptiques. Finalement, il y a les expérienceurs. Elle aussi une catégorie que je mets en rouge parce que la plupart des ufologues, la plupart des gens même, ont soit observé un ovni ou soit ont été en contact d'une certaine façon. Alors, pour Bullard, c'est des expérimentateurs. C'est comme... On ne peut pas, quant à moi, en faire une catégorie en tant que telle. Moi-même, je me classerais parmi les spécialistes, les ufologues scientifiques, du moins j'essaie de l'être.
Mais je suis aussi un expériencieur. J'ai vu des ovnis, j'ai vécu des expériences absolument hallucinantes. Bon. Finalement, il y a les initiés. Les initiés, c'est très populaire dans l'ufologie américaine. C'est les gens qui ont un contact au gouvernement ou au gouvernement secret. Puis eux, ils savent qu'il y a un programme secret. Puis là, ils vont tout vous révéler, genre. Bon, c'est très différent de ce que nous, on fait ici. Et quant à moi, ça rentre dans l'ufologie populaire. Jusqu'à preuve du contraire. Prouvez-nous-le et nous serons tous bénéficiaires. Comme ma conférence s'inscrit dans le cadre de notre colloque, mais voyez un petit peu quelques-uns de nos intervenants. On peut voir l'approche que j'avais voulu soutenir dans notre colloque. J'avais surtout invité des gens qui relevaient de l'ufologie scientifique. Enfin, vous voyez un petit peu par ma façon de m'exprimer, moi j'ai fait de la philosophie, beaucoup plus que de l'ufologie dans la vie. Alors je suis très sensible aux problématiques de discours, comme par exemple les conditions de possibilité des discours ufologiques là, depuis 1947, c'est-à-dire depuis la postmodernité. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, si on se met au 19e siècle, au 18e siècle, on ne parlerait pas du tout de ce que les gens voient dans le ciel de la même façon que nous. Nous bénéficions grandement du changement historique qu'il y a eu au 20e siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a de nombreux concepts que nous utilisons maintenant, que nous adaptons très facilement en ufologie, alors qu'auparavant, c'était nouveau, ces concepts-là. Et puis, entre autres, moi, ce qui me marque beaucoup, l'ufologie moderne commence en 1946. Or, le développement des sciences humaines et sociales a connu une effervescence depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je vois un lien entre les sciences humaines et sociales, la sociologie, la psychologie, à quel point elles se sont développées, sans jamais penser à l'ufologie, puis de l'autre côté, comment l'ufologie s'est développée, la plupart du temps, sans jamais référence aux sciences humaines. Et puis mon intervention de ce soir, puis l'ensemble de ce que je fais en ufologie, vise à sensibiliser de part et d'autre ces gens-là qui ne se parlent pas. D'un côté, les ufologues, les chercheurs en ufologie qui auraient tout avantage à s'intéresser aux recherches qui ont été faites en sciences humaines et sociales et dans d'autres disciplines scientifiques pour l'appliquer à l'ufologie. Je vais vous donner des exemples concrets pour être plus clair. Parmi les discours ufologiques, moi j'en ai répertorié 7 en gros, surtout 4 qui se conjoignent avec les niveaux d'activité que je vous ai présentés. Alors, lorsqu'on parle d'une investigation, lorsqu'on en parle que c'est un discours, c'est différent que lorsqu'on spécule ensemble puis que « ça pourrait être ». C'est différent aussi lorsqu'on fait de la recherche. Lorsqu'on fait de la recherche, on va s'appuyer sur des documents existants, on va comparer des cas qui ont été investigués. Mais quand on fait une investigation, puis regardez ici, j'ai marqué 1A, 1B. Je mets sur le même plan d'égalité l'expérience et l'investigation. L'expérience, c'est si vous-même vous voyez un ovni, d'une certaine façon, vous êtes vous-même votre premier investigateur. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est produit, et puis, si vous en parlez à votre conjoint, vos enfants, etc., ce ne sont pas encore, vous n'avez pas encore appelé un investigateur, mais vous en parlez ensemble en vue de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un hélicoptère? Est-ce que c'était autre chose? Ça, c'est un type de discours qui est différent de lorsqu'on parle de cas qui sont soit déjà expliqués, soit non expliqués. J'ajoute à cela des types de discours que j'appelle degré zéro. Ce que ça veut dire, c'est zéro intérêt pour l'ufologie. Bon, 0, double 0, triple 0. Je vais vous donner des exemples. Entre autres, les sujets à dissocier de l'ufologie, mais qu'on associe trop souvent à l'ufologie, comme par exemple les énigmes archéologiques et historiques. Combien d'émissions nos ancêtres, les extraterrestres, ne font que cela? C'est à jeter aux poubelles dans le sens de l'ufologie qui se veut stricte et rigoureuse, qui s'occupe des témoins. Certes, moi-même, j'étudie l'histoire des civilisations. C'est ça en quoi je me spécialise à l'université. Il y a de nombreuses énigmes archéologiques et historiques, mais ça n'a pas rapport avec l'ufologie. Il faut séparer ces sujets, quant à moi.
Cependant, si en cours de route, il s'avère qu'il y a des liens, une fois qu'on a bien mis les choses en place sur la table, nous pouvons le faire, mais pas au départ. Même chose pour le spiritisme, la parapsychologie, le paranormal, les crop circles, la cryptozoologie. Entre voir une créature, on ne sait pas si c'était un loup ou autre chose, puis voir une lumière spéciale qui nous a causé un temps manquant, c'est deux objets totalement différents. Il ne faut vraiment pas mélanger les sujets. C'est ce que j'essaie de défendre de mon côté. Finalement, il y a tous les discours qui relèvent des rumeurs, que ce soit de fausses histoires, des histoires qui ont fait boule de neige à cause des médias, que ce soit des canulars, ou encore des cas d'investigation qui ont été altérés, qu'on ne voit plus clair du tout, comme Roswell. Il y a tellement de mésinformations que, mettons ça de côté, concentrons-nous sur les cas que nous avons. Nous en avons suffisamment. On a des centaines, des milliers de cas intéressants qui, quant à moi, représentent davantage la vraie ufologie, du moins l'ufologie d'investigation. Ensuite, il y a la spéculation sans témoignage ni recherche, ou la spéculation qui s'écarte des faits rapportés par les témoins. Par exemple, tous ces contactés, tous ces gens qui nous parlent des Pléiadiens qui sont sur Terre, les Syriens, puis tous les gens de toute la galaxie sont venus ici faire leur propre plan, tout cela. D'accord, ça peut être intéressant. Puis même c'est intéressant lorsqu'on y porte l'oreille puis qu'on commence à y penser. Cependant, quant à moi, il faut dissocier cela des observations pures et dures des témoins. Finalement, regardez ici, il y a aussi la spéculation prospectiviste. Bon, encore une fois, ça semble une expression compliquée, c'est très simple. Qu'est-ce que la prospective? La prospective, c'est le nom plus scientifique de la futurologie, simplement. Nous pouvons faire de la spéculation futurologique par rapport à la vie extraterrestre. C'est possible. Mais pourtant, vous voyez, je l'ai mis dans la section, que ça n'a pas rapport avec l'ufologie. C'est très intéressant. Il y a sans doute de la vie dans l'univers, mais ça ne concerne pas ce qui se passe ici par rapport aux ovnis rapportés aux témoins. C'est surprenant, ne trouvez pas comme proposition? C'est totalement contradictoire. On n'entend jamais cela en ufologie. Je le défends bec et ongle. Je vous donne des exemples. À quel point, pour moi, la spéculation de la vie dans l'univers est intéressante. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis même qu'il faut poursuivre la recherche et que cette recherche, de toute façon, existe déjà. Et pas simplement par des chercheurs amateurs dans ce cas-ci, par des chercheurs de haut calibre, comme par exemple par l'Académie internationale d'astronautique, qui en 1989 a adopté la Déclaration des principes concernant les activités à suivre suite à une détection d'intelligence extraterrestre. Il y a des chercheurs, des physiciens qui s'occupent de cela parce que la possibilité est très réelle. Il y a des extraterrestres dans l'univers. Mais semble-t-il qu'ils ne viennent pas ici, ou du moins que la majorité des ovnis auxquels nous avons affaire ne sont pas des vaisseaux technologiques avec des êtres biologiques à l'intérieur, détenteurs d'une civilisation qui leur a permis une évolution pouvant venir jusqu'ici. C'est possible. Ça s'est peut-être passé dans le passé. Ça se passe peut-être à l'heure actuelle. Cependant, la majorité des observations ne relèvent pas de ce phénomène. Regardons cette déclaration. J'insiste, c'est important, mais c'est différent de ce qu'on fait. Juste pour pas qu'on dise que je suis un sceptique qui rejette la spéculation de la vie extraterrestre. C'est faux, c'est important, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Leur 5e recommandation dit « Aucune réponse à un signal ou une évidence d'intelligence extraterrestre ne devrait être envoyée jusqu'à ce que des consultations internationales appropriées aient pris place. Les procédures pour de telles consultations seront le sujet d'une entente, d'une déclaration et d'un arrangement séparé. » Ça me semble très logique. Enfin, comment ose-t-on nous critiquer lorsqu'on veut faire de l'ufologie, des recherches ufologiques qui se veulent rigoureuses, lorsqu'on nous bannit des institutions académiques, de la plateforme médiatique, du débat public, alors que l'ONU elle-même, en 1978-79, a pris des décisions adoptées promouvant la création d'un organisme ou d'un département de l'ONU chargé d'entreprendre et de coordonner les recherches sur les ovnis et les phénomènes connexes et de diffuser les résultats obtenus. Où est le problème? Pourquoi les gouvernements, les médias ne relayent pas le fait que nous sommes justifiés dans nos démarches? Ensuite, second paragraphe de la résolution qui dit
l'Assemblée générale invite les États membres intéressés à prendre des dispositions voulues pour coordonner à l'échelon national la recherche scientifique et les enquêtes portant sur la vie extraterrestre, y compris les ovnis, et à informer le secrétaire général, etc. Je suis particulièrement heureux d'une telle formulation dans ce document officiel qui va rejoindre l'ufologie que j'essaie de défendre ce soir. Que d'une part, oui, il y a sans doute un phénomène extraterrestre, mais qu'il faut sans doute séparer les ovnis de ce phénomène extraterrestre. C'est ce que moi j'essaie de défendre dans mes recherches. Je vous ai bien présenté qu'il y a de l'expérience, des investigations au niveau civil. Il y a aussi des investigations militaires. Ça ne me concerne pas. Je suis un civil. Je n'ai pas d'informations privilégiées. De toute façon, nous avons des centaines de témoins qui ont vécu des choses très intrigantes. Alors, que les militaires fassent ce qu'ils ont à faire, je ne veux pas les déranger, ni subir leurs conséquences. Enfin, il y a la recherche et la promotion. Ce tableau est important. Vous voyez, c'est encadré en rouge. Je veux insister sur ce à quoi nous sommes confrontés à titre d'investigateurs civils et de chercheurs civils. Vous voyez, en haut du carré, on retrouve les méprises, les nouvelles technologies comme les drones, le flyboard et bientôt les androïdes, et aussi les technologies non reconnues qui existent mais qui ne sont pas reconnues par les gouvernements. À titre d'investigateurs civils, nous pâtissons de cette situation. On communique avec nous pour nous faire croire « j'ai vu un ovni » alors que c'était une planète, un oiseau ou un avion, c'était une méprise. C'est bien plate d'être confronté la plupart du temps avec des méprises, parfois justifiées parce que ça peut être des technologies qui ne sont juste pas connues par le public. Je veux insister sur les vrais phénomènes ufologiques encadrés en rouge. Finalement, la vraie ufologie se trouve à ce niveau-ci, au niveau C de la recherche. Et la distinction que je ferai tout au long de ma conférence entre les phénomènes naturels méconnus, qu'on appelle les PAN, à distinguer des ovnis. C'est une distinction établie en 1983 par la chercheuse britannique reconnue Jenny Randall, qui n'a pas été repris par la suite, comme par exemple le JPAN, ou en Amérique, avec l'expression UAP, pour eux, PAN ou UAP égale OVNI, alors que c'est faux. C'est pas ça. Il faut séparer PAN et OVNI. Les PAN, ce sont des phénomènes naturels, soit des phénomènes naturels rares, comme les phénomènes lumineux transitoires, qui sont des éclairs en haute atmosphère, soit les lumières sismiques, ou soit encore les météores. Au 18e siècle, on doutait que c'était possible. On disait, ben non, c'est impossible qu'il y ait une roche qui tombe du ciel. Pourtant, c'est le cas, on le sait maintenant que ça existe, évidemment, les météores. Mais au départ, c'était un pan. Pour eux, même, c'était un ovni, c'était quelque chose dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Mais finalement, c'était juste un phénomène naturel tellement rare qu'on ne l'avait pas encore cerné scientifiquement. Mais c'est encore plus énigmatique que cela. Parce que dans les pans, il y a aussi des phénomènes naturels qui, semble-t-il, du moins les chercheurs que je respecte le plus, c'est ce qu'ils disent, comme Paul Devereux, comme d'autres que je nommerai tout à l'heure. Ce sont des phénomènes naturels qui interagissent avec la conscience des témoins. Il y a comme une intrication psychique à tel point, comme entre autres auprès du Mont Saint-Hilaire ou de d'autres montagnes, je crois que c'est ce qui se passe. C'est un genre de phénomène géologique qui interagit avec la conscience des gens. La proposition semblera hardie, encore une fois, mais cette interaction avec la conscience des gens provoque des phénomènes qui se manifestent physiquement, du moins aux yeux de l'observateur. Vous rendez-vous compte de ce que je viens de dire? Le phénomène, le pan, va se produire à cause qu'une combinaison du témoin et de la géologie, de l'atmosphère qui est présente, qui, en se combinant, va créer une matérialisation, la plupart du temps, seulement lumineuse. C'est à distinguer des vrais ovnis, qu'on va regarder en profondeur, ou les expériences d'ovnis, dans lesquelles je mets les temps manquants, et les expériences de RR3 avec les humanoïdes. J'insiste. Alors, pour moi, les cas les plus importants en ufologie stricte, c'est l'encadré orange, j'y reviens. À côté de cela, il y a toutes sortes d'autres expériences qui sont souvent associées aux ovnis, mais qui créent beaucoup de disturbances du fait qu'on ne sait plus de quoi on parle lorsqu'on associe aux observations les gens qui vivent une expérience dans leur chambre à coucher. Il y en a beaucoup, c'est vrai ce phénomène-là. Marc, c'est quoi le lien avec le fait de voir des ovnis à l'extérieur?
Quant à moi, il faut séparer chacun de ces taxons, taxinomie, chacun de ces genres de phénomènes et ne plus jamais les mélanger. Le mot ufologie doit disparaître pour laisser place à l'émergence d'une multitude de disciplines concentrées chacun sur leur objet d'étude. Même chose pour les expériences de communication ou de contact. C'est fascinant. M. Jantat va nous en parler tout à l'heure et même Ananda. Cependant, pour moi, c'est deux phénomènes différents. C'est ce que j'appelle les expériences ufologiques, à distinguer des ovnis. Finalement, il y aura les expériences vécues à l'état de sommeil. J'y reviens. Après 10 ans d'expérience, d'investigation, voici les principaux phénomènes que moi, j'ai pu découvrir, que j'ai pu entendre en ufologie. Je les mets tous ici, on va les passer un à un. Au niveau des phénomènes naturels, semble-t-il, les lumières sismiques, ce n'est pas mon expertise. C'est tellement rare que je n'ai jamais reçu de cas. Ce ne sont pas mes cas qui sont présentés ici, mais souvent, auprès du Mont-Saint-Hilaire ou d'autres failles sismiques, comme à Esdalen, il y a toutes sortes de phénomènes lumineux qui sont intéressants, qui sont des phénomènes scientifiques à étudier. Cependant, ici, c'est une investigation que j'ai faite moi-même en 2010. C'était près du mont Saint-Bruno, alors en Montérégie, où il y a tant d'observations d'ovnis. Ça a été décrit comme un serpent lumineux vert. Alors, la témoin l'a observé à un certain moment, puis ensuite de ça, il est parti à toute allure vers le mont Saint-Bruno. Au départ, évidemment, je n'ai pas postulé que c'était un véhicule avec des êtres à l'intérieur, mais je me disais, c'est peut-être une créature qui existe en atmosphère, pourquoi pas. Mais c'est peut-être aussi simplement un pan relié à la région qui se manifeste de jour. Il se manifeste souvent de jour. J'ai reçu un autre cas en 2015, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Une photo, cette fois-ci, là. Un ovni, un pan. Ce qui est étonnant, c'est que depuis 2-3 ans, j'ai vu beaucoup de cas américains qui ont fait les manchettes de « Green UFO Serpent ». Exactement cela. Alors, ça semble être un phénomène qui se produit dans plusieurs nations. Ensuite, il y a des cas comme ici, c'est une reconstitution. Ça représente quelqu'un qui est avec son laser le soir et puis qu'il y a des phénomènes lumineux qui interagissent face avec son laser. Parfois, ça peut être des boules orangées, des phénomènes lumineux impressionnants qui ont une certaine expansion, mais souvent, c'est juste des petites lumières qui semblent se déplacer. C'est pour ça que je les appelle des pseudo-satellites. La plupart des gens qui voient ça, puis je l'ai vécu, j'étais avec des gens qui l'ont vu, ben non, c'est juste un satellite. Et puis, vous voyez à quel point un mot résout toute notre angoisse, et puis on passe à autre chose. C'était juste des satellites. Mais non, c'est un vrai phénomène. Puis moi, je suis très, très surpris, mes chers collègues. Chez pratiquement aucun ufologue, des dizaines d'ufologues que je connais, aucun n'a mis en évidence l'individualité de ce phénomène. C'est un vrai phénomène qui existe. Puis, je vais vous montrer une vidéo qui le prouve. J'en ai vu, j'ai des amis qui en ont vu. Whoa! That was huge. Whoa! Okay, tell him some more, man. Give us another big one. Yeah! Hello. I love you. Whoa! That was massive. I love you. Oh, jump in your game. Look at that. Hello. Whoa! Jeez! Oh, look at Whoa! Look at the power up. what you did. Yeah! Awesome. Nice. You just keep that, kid. Bon, dans ce cas-ci, les témoins avaient un laser. Cependant, cette interaction avec ces phénomènes de pseudo-satellites se fait la plupart du temps sans laser. Quant à moi, c'est très excessif, là, ça doit même les chatouiller. Dans le sens, il suffit simplement de le remarquer. C'est comme si ce phénomène est sensible aux témoins. Vous voyez la lumière, aussitôt que vous allez avoir l'idée, « Hey, c'est spécial ça », il va comme réagir. Ça, pour moi, c'est un phénomène important, c'est un phénomène la plupart du temps discrédité, qui n'est jamais mis en relief chez les ufologues. Je suis très surpris de cela. À côté de cela, il y a dans les genres de ovni ou pan, vous voyez, j'ai laissé l'incertitude, à savoir est-ce que c'est véritablement juste un phénomène naturel ou c'est un phénomène naturel qui interagit avec la conscience. La question est pertinente et irrésolue. Depuis les années 70-80, de nombreux chercheurs ont apporté des contributions pour cela. À quoi ça ressemble concrètement? Souvent, c'est des boules lumineuses orange vues le soir. Parfois, ici, comme les deux cas ici, vues de jour, ça se présente comme des sphères métalliques de diverses dimensions.
Alors ça, c'est des investigations que j'ai faites moi-même. Lorsqu'elles sont vues de nuit, elles sont, comme j'ai dit, des boules lumineuses orangées ou sinon juste des boules lumineuses mat, blanches. Soit de grandes dimensions, comme ici à Prével en 1978, ou ce cas-ci qui est très impressionnant, que j'adore, un cas de la Malbaie en 2005, 2 jeunes filles qui campaient, ont d'abord vu la sphère moyenne qui est apparue, et puis un à un, les 3 autres petites boules d'une grosseur d'une balle de tennis qui est apparue, qui s'est déplacée longitudinalement pour se fondre au travers de la boule lumineuse, qui a disparu par la suite, ce qui a créé une grande frayeur aux 2 jeunes filles. Maintenant, changer de catégorie. Au niveau des ovnis, oui, il y a toutes sortes de phénomènes lumineux vraiment énigmatiques, comme ici, durant une croisière, un Québécois au Chili, durant 1h30, a observé ce qu'on appelle un balai aérien, et puis lui-même est surpris de pourquoi je n'ai pas réveillé ma femme. Ça, c'est une donnée qui revient sans arrêt, c'est comme une caractéristique du phénomène. Les témoins deviennent un petit peu maboules, bien souvent. Ils ont un appareil photo, ils ne prennent pas de photos. Ils ont des jumelles, ils oublient d'utiliser. Ça, c'est intriguant aussi. Alors, cependant, les phénomènes lumineux sont souvent vus de loin. C'est difficile de comprendre exactement ce que c'est. On ne peut pas passer aux côtés du type soucoupe volante. La plupart du temps, ce n'est qu'une lumière et le témoin imagine que c'était une soucoupe avec des hublots. Cependant, lorsque l'OVNI est vu de proche, ça reste incontestable, surtout quand il y a plusieurs témoins, ou encore lorsqu'il y a une expérience connexe. Ajouté à cela, comme ici à Austerlitz, le jour de la mort de John Lennon, les gens ont vu un OVNI, il y a eu une expérience de temps manquant. On voit qu'il se produit quelque chose. Ensuite de ça, il y a les cigares, ce que dans l'Antiquité, on appelait des poutres, des cigares. C'est un nom absurde, là, quant à moi. Ça s'est surtout vu dans les années 50, mais jusqu'à nos jours, on en voit occasionnellement. Nous en avons reçu au Garpan environ 3 signalements, mais rien de... C'était juste un témoin, j'ai pas de photo, fait que je peux pas dire que j'ai vraiment de cas tellement concrets. C'est des cas quand même assez rares. Par contre, il y a d'autres, disons, plus petits cigares. Comme ce fameux cas-là, c'est important d'en parler. Ça s'est produit le 16 janvier 2014. Écoutez bien, ça s'est produit 1 journée et 2 jours après que ça ait fait la manchette dans les grands quotidiens du Québec. Tout le monde en a parlé, à tel point que des centaines de personnes se sont rendues sur place pour voir un OVNI, et il s'est manifesté. On partage l'article des centaines de fois, des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les gens s'y rendent, voient un OVNI. Silence total, personne n'en parle. Là, c'était le temps d'en parler dans les médias, bien plus par la suite. Et puis, ce qui est très spécial dans ce cas-là, je vous laisse deviner, ceux qui connaissent le Garpan, c'est quoi le lien avec le Garpan ici? C'est que ça s'est produit, écoutez bien, l'article de journaux a été publié le 15 janvier 2014. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier 2014? L'humanoïde de Saint-Zénon. Dans la même région, il se produit le soir la rencontre avec l'humanoïde de Saint-Zénon. Le lendemain, pour mettre beaucoup d'ironie dans l'air, tout le Québec parle d'un OVNI dans la même région, l'OVNI de Saint-Alofe-d'Howard. Les gens s'y rendent et ils ont vu cela, qui a été décrit par les témoins comme un genre de cylindre. Certains pouvaient penser que c'était comme des hublots. La plupart du temps, quand on voit les genres de cylindres métalliques, les gens disent que ce sont des hublots. Mais un de mes témoins de cette observation, lui, était un ingénieur électrique. Lui, il m'a envoyé un dessin comme quoi, non, lui, ça lui semblait un phénomène électrique sinusoïdal. Ça dépasse mes compétences, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, il a passé devant une quinzaine de témoins. C'est le genre de cas qu'on peut recevoir, qui existe, mais qu'il faut distinguer de tous les autres cas que je vous mentionne. Quant à moi, il faudrait donner une discipline à chacun de ces cas-là. Pourquoi toutes les mélanger dans un même melting pot? Ça n'a pas de bon sens. Ça crée du chaos. Ensuite, il y a les cas de triangle noir, surtout connus depuis la fin des années 70. Au Québec, on en a reçu quand même plusieurs. Semble-t-il, c'est mon hypothèse, je dis haut et fort, parce que j'ai plusieurs cas dont les triangles noirs utilisent le même modus operandi. Ce sont souvent de grandes structures, mais qui apparaissent, comme vous voyez ici dans ma reconstitution, comme une petite lumière orange qui descend peu à peu du ciel. Quant à moi, ces triangles noirs sont stationnés en haute atmosphère. Très énigmatique. Et il y en a plusieurs cas
que nous avons reçus au Garpan, dont, ici, en 2012, la meilleure photo d'OVNI reçue en 10 ans d'ufologie. J'ai même reçu des signalements de France. Ce qui était étonnant dans ce cas-ci, c'est qu'il y avait 2 groupes de témoins, dont un groupe de témoins de 5 personnes. Lorsque l'OVNI s'est stationné au-dessus d'eux et qu'ils avaient tous la tête vers le haut, ils ont été immobilisés, ne pouvant plus bouger jusqu'à ce que l'OVNI parte. Là, ils ont débloqué, ils ont dégelé. Ça, c'est fascinant, surtout lorsqu'on a plusieurs cas qui disent la même chose. Il faut se baser sur les meilleurs cas pour spéculer et faire la recherche. Ensuite, toutes sortes d'ovnis bizarres. Ce qui est important dans les cas que je vous présente, ce sont tous des cas qui ont été vus par plusieurs témoins simultanément. C'était de gros engins, on ne sait pas exactement ce que c'est, et ils ont été vus de proche. Il n'y avait pas d'erreur possible. Alors, il y a véritablement un phénomène ici. Dans d'autres cas, comme notre meilleure enquête de 2019, c'est un drôle d'engin qui a poursuivi une voiture. Et dans ce cas-ci, ça s'est conjugué avec ce que j'appelle une expérience post-événementielle. 2 jours plus tard, la témoin a fait des rêves où elle est comme abductée et apportée sur la Lune. Est-ce que c'est seulement psychologique? Probable. Mais lorsqu'on prend au littéral, puis finalement, elle s'est fait abducter puis est allée sur la Lune, là, on mélange tout. C'est pour ça que je sépare les catégories. On voit que ce n'est pas simple, c'est très complexe comme domaine. Dans ce cas-ci, sur lequel je reviens, le triangle de Saint-Mathieu. Lui, c'est 40 jours plus tard. Il y a eu une expérience post-événementielle. Il a été en contact avec l'un durant 3 jours d'extase totale, rapporté aussi par sa conjointe qui est infirmière. Un cas intéressant. Finalement, il y a les cas de rencontre du 3e site, peut-être les plus connus, avec les 2 cas du Garpan les plus connus. Il y a aussi les expériences de temps manquant, qui sont une catégorie à part, j'y reviendrai. Ensuite, dans les expériences ufologiques, combien de cas nous recevons en débutant les investigations en ufologie? Je ne m'attendais pas à recevoir plein de cas de cela, je m'intéressais aux ovnis. Mais il y a plein de gens qui associent leur expérience vécue dans la chambre à coucher, souvent au moment de s'endormir, avec qu'ils ont été visités par des extraterrestres. D'accord, vous le dites de cette façon-là. Il y a un phénomène, c'est intéressant. Ce n'est pas ufologique. OK. Les 2 dernières catégories, expériences de communication, les contactés, puis les expériences vécues à l'état de sommeil. Je passe à cette catégorie-ci. Dans les expériences vécues à l'état de sommeil ou en EMC, en état modifié de conscience, il y a plusieurs thématiques qui reviennent d'un témoin à l'autre. Vous-même, vous avez peut-être déjà fait un rêve, ou dans votre rêve, vous voyez un signe dans le ciel ou un ovni. C'est commun, ça se produit. Parfois, je reçois un appel, « J'ai vu un ovni dans mon rêve. » D'accord, que puis-je pour vous? Dans d'autres cas, il y a d'autres motifs. Les gens rêvent, mais ils rêvent qu'ils sortent de leur maison. Puis là, l'ovni vient. Puis souvent, comme dans les 2 cas que je vous présente ici, l'ovni s'est stationné par-dessus un fil électrique. Il ne pouvait pas être physique, là, il était par-dessus le fil électrique. Le cas d'Ouja, ici, on va poursuivre. C'est un cas qui combine plusieurs thématiques de ces enlèvements. On voit là qu'il est abducté par des petits robots qui l'apportent dans le vaisseau. Il y a l'expérience de balade en soucoupe volante, comme rapporté par Nassim Haramein, ou encore par le cas d'Ouja. Ça revient souvent. Finalement, ils abduquent le témoin, puis ils leur disent « Hey, ça ne te tente pas de conduire la soucoupe volante? » Bon, c'est un thème qui revient. C'est étonnant, hein? Celui-ci, un thème fort connu. Combien de fois les gens rapportent ils se sentaient réellement ailleurs, sur une table froide, avec un groupe de gens qui font des expériences corporelles sur eux, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours un groupe qui est supervisé par un chef qui, lui, est plus grand. Souvent, c'est des petits gris avec un grand gris ou des petits gris avec un insectoïde, une menthe religieuse. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas d'Ouja, toujours, là, regardez bien la consécution. Il a d'abord été examiné sur la table, que ce soit vrai ou pas, que ce soit dans son psyché ou que ce soit quelque chose de plus énigmatique. La thématique commence par ça, c'est poursuivi par, une fois qu'ils l'ont examiné, là, il le présente devant un écran, puis, ben oui, il décide de leur raconter qui ils sont, de où ils viennent, c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre, depuis quand ils sont ici, c'est quoi leur projet. C'est une thématique qui revient d'un témoin à l'autre.
Une autre thématique qui s'est produite dans un second enlèvement, mais ça se produit souvent, c'est comme des expériences génétiques, soit pour hommes, soit pour femmes, ou encore des relations sexuelles avec des êtres, mais c'est quelque chose qui revient. Cette fréquence, qu'elle revienne, c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est pas de prouver que c'était réel, c'était physique. C'est comment expliquer que des témoins qui ne se connaissent pas de divers horizons racontent la même histoire. Une autre histoire qui revient sans arrêt, c'est le thème de l'apocalypse écologique. Dans ce cas-ci, une jeune fille de Bretagne se fait enlever par des petits gris, des petits vers, qui sont supervisés par, ici, ça ressemble à une grosse souris, là, comme une menthe religieuse. Mais eux, ils lui ont, encore une fois, ça se produit. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un écran qui apparaît? Pourquoi ils présentent toujours un film aux gens qui sont abductés? Dans ce cas-ci, ils présentent l'avenir de... Ce n'est pas d'où qu'ils viennent, qu'ils sont, mais l'avenir de la Terre, qui a toutes sortes de problèmes moraux, écologiques. Puis si vous ne changez pas les humains, ça va être grave ce qui va se passer. Vous devez changer. On va écouter un petit bout du témoignage. Elle a dit mais ça va pas du tout. Elle a dit allez, je vais vous montrer quelque chose et vous allez changer d'avis. Et du coup ils m'ont montré un grand diaporama en fait. Le diaporama il est sorti nulle part. Je sais pas du tout. Au début il y était pas dans la pièce. Et du coup il y a un des verres qui m'a tenu la tête pour m'orienter vers le diaporama parce qu'au début je voulais pas le regarder. Et j'ignorais ce que la diapo allait me montrer, mais je savais que c'était rien de voilà quoi, bisounours entre guillemets. C'était plus quelque chose de terrifiant sur le diaporama. Ce qu'ils m'ont montré, c'était en fait une terre rouge, un peu comme Mars. Mais sauf qu'elle était ou rouge, orange en fait. Le ciel était rouge, le sol était orange. Il y avait des boules de poussière, comme le désert. Mais par contre, je savais que c'était la Terre, parce que je voyais toutes les anciennes habitations, les buildings, les gratte-ciel, tout inhabité. Il n'y avait aucune trace d'eau sur la Terre, sur la planète Terre, aucune trace. Et le chef, il m'a dit, donc Plamante, voici le futur. Il a dit, voici ce qu'il adviendra si vous continuez, vous, être humain, à polluer la planète. Ils m'ont montré tout ce qui était en rapport en fait avec la pollution, ce que ça allait engendrer. Donc il y avait les boules de poussière qui veulent dinguer partout, aucune trace d'habitation, aucune trace d'humain, rien du tout. Sur le sable, tout était sec, aucune trace de pas, aucun animal vivant. Je me suis sentie vraiment triste en fait d'être un humain en fait. J'ai ressenti ce sentiment d'être triste d'être humain en fait. Je me suis sentie comme si c'était un devoir que j'avais de protéger cette terre en fait. C'est comme si il m'avait fait entre guillemets un lavage de cerveau et que du coup maintenant je me sens complètement différente à ce que je pensais avant. Comme ça en un rien de temps, en 5 minutes, c'est vraiment aucun bout. Donc après le film, je leur ai dit, je pleurais un peu et ils m'ont dit, ils m'ont montré le diapo, ils ont vu que ça m'a touché, ils m'ont regardé et pendant que je regardais le diapo, en fait, c'est comme s'ils analysaient toutes mes émotions, comme si je subissais un genre de test directement sur moi en fait, c'était juste incroyable. Et puis du coup après elle m'a dit maintenant que vous avez regardé le diapo, on va passer à l'étape un peu plus douloureuse, donc la partie où ils ont enlevé mes ovules, enlevé quelques ovules pour me les prendre. Et du coup ils m'ont dit que le processus pouvait commencer et j'ai entendu un bruit d'aspirateur. J'ignorais c'était quoi la machine, c'est un peu flou. Ils m'ont un peu enlevé cette partie-là pour pas que je me rappelle trop. Parce qu'à mon avis, je pense que c'était douloureux. J'étais pas très bien en fait sur la table après. Et ils me regardaient toujours. Vous voyez, dans ce cas-ci, ils ont d'abord présenté le film, la projection, puis ensuite, elle a eu son expérience génétique supposément d'enlèvement d'ovules. Pour moi, je vous l'ai dit au départ, tous les scénarios que je vous raconte ici, quant à moi, ça ne relève pas vraiment de l'ufologie. Pourquoi je vous en parle? Pour 2 raisons. Parce que c'est intéressant, c'est mystérieux. Puis aussi pour vous montrer que je ne parle pas au travers de mon chapeau, je connais le sujet. Puis quant à moi, il faut séparer ces choses-là. Finalement, il y a d'autres thématiques, encore une fois, souvent dans la chambre à coucher. Il y a comme une lumière qui va s'approcher du dormeur, qui peut parfois se réveiller en plein milieu de la nuit.
Et puis là, c'est comme une expérience de téléchargement de connaissances. C'est arrivé à Jean Cazot aussi à l'âge de 17 ans. Dans son cas, ça s'est comme réalisé parce que, comme il l'a dit lui-même, du jour au lendemain, il a commencé à faire de la bonne ufologie dès le départ. Alors, c'est mystérieux. Et puis, il y a d'autres thématiques, entre autres, que penser de ces êtres-là qui apparaissent dans la chambre, dans un cas un reptilien, dans l'autre un genre de Anubis, et puis, une fois qu'il est apparu dans la chambre, s'approche du témoin, le blesse avec ses ondes, et ça, ce sont deux témoins différents. Dans les deux cas, les témoins ont été blessés pendant 2 ans alors à cet endroit-là. Est-ce que c'est un genre de stigmate? Est-ce que c'est autoprovoqué? Je ne le sais pas, mais c'est intriguant. D'autant plus qu'à l'endroit où que cet être, entre guillemets, est apparu dans la chambre, il est apparu à côté d'un téléviseur et d'un caméscope, d'un vidéo, là, VHS, qui n'ont plus fonctionné par la suite. Est-ce que c'est provoqué par le témoin, comme je disais tout à l'heure, une intrication psychique, soit entièrement provoquée par le témoin, soit en fonction du lieu où il se trouve, qui provoque une manifestation qui a des conséquences matérielles? Je ne sais pas. Finalement, une des thématiques les plus présentes depuis les années 50, c'est les sauveurs de l'humanité, ou encore, soit avec un seul enlèvement ou plusieurs, il y a comme une initiation spirituelle. C'est intéressant. Cependant, il faut mettre de la clarté dans tout cela. Combien de fois on parle d'enlèvement, les abductés? Mais le public, les gens en général, pensent toujours, oui, il s'est fait enlever, comme Travis Walton, supposément. Il a disparu pendant 3 jours. Un enlèvement physique, il n'était plus là. Or, il s'avère que ces types d'enlèvements sont rarissimes, peut-être même inexistants. La plupart du temps, ce sont des enlèvements psychiques. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a des expériences vécues à l'état hypnagogique au moment de se coucher ou à l'état hypnopompique, juste avant de se réveiller. Ce sont des paralysies du sommeil ou des présences dans la chambre. C'est quand même assez commun. Il y a tous les scénarios de rêve dont on vient de faire la revue. Il y a les états modifiés de conscience, comme les sorties hors corps, où les gens peuvent rencontrer des êtres. La consommation d'antéogènes dans les expériences chamaniques, ou les expériences de mort imminente, où les gens peuvent rencontrer la Vierge Marie, des extraterrestres et leurs grands-parents tout à la fois. Finalement, des expériences d'enlèvement psychique vécues à l'état de veille, les plus mystérieuses, des temps manquants. Souvent, c'est vécu en voiture, ils partent, et puis finalement, ils arrivent à leur destination une demi-heure à l'avance. Qu'est-ce qui s'est produit? Ou une demi-heure plus tard? Tout au long de ma conférence, j'essaie d'apporter à mes collègues en ufologie des contributions conceptuelles pour faire progresser la discipline. En voici une assez originale, d'un psychologue qui a développé une échelle des états de rareté pour la numismatique, ça, c'est-à-dire les collectionneurs de sous, là. Bon, mais cette échelle, ici, l'échelle des états de rareté, quant à moi, peut être utilisée pour les divers phénomènes qu'on trouve en ufologie, courants, assez courants. Puis je l'ai adapté au tableau dont je viens juste de vous montrer. Vous voyez que j'ai classé les parésies du sommeil dans la catégorie, c'est quelque chose de courant. Et les divers scénarios en rêve, ben, un peu moins courants. Mais les enlèvements physiques, rareté insigne, ça se produit pratiquement jamais. Et peut-être que ça ne s'est jamais produit. Du moins, moi, je ne connais pas de cas d'enlèvement physique. Un autre auteur que j'interpelle pour faire progresser l'ufologie, lui non plus n'est pas un ufologue. C'est un physicien, il a travaillé pour la NASA, il a écrit des livres pour la NASA. Mais il a surtout développé le Source Book Project. C'est William R. Corliss qui a développé un catalogue de 6000 anomalies, qui me semble un bon modèle pour toutes les anomalies auxquelles on est confronté en ufologie. Lui, il a divisé les anomalies en 9 grands domaines, l'astronomie, la biologie, chimie physique, sciences de la Terre, etc. Et aussi les phénomènes non classés. Alors, vous devinez où qu'on a mis les ovnis, encore une fois. Et il nous dit que collectionner des anomalies, comme lui l'a fait pendant 40 ans, une œuvre sur laquelle s'appuyer, ce n'est pas de la science, évidemment. Par contre, ça montre à quel point la science est loin d'être complète et que plus nous allons résoudre d'anomalies, les reconnaître, les rechercher, même les expliquer, plus notre conception du monde sera précise.
Et quant à moi, l'ufologie, les divers phénomènes là, que je vous ai tous énumérés, doivent être abordés de cette façon-là, en vue de mieux connaître ce qui se passe sur Terre. Un autre physicien, Willard Humphreys, dans un livre consacré aux anomalies dans les théories scientifiques de la physique, nous dit que les anomalies sont très importantes. Elles ont joué un rôle important de par le passé, et jusqu'à nos jours, elles servent à l'établissement de la structure logique des théories scientifiques et à leur évolution historique, car ces diverses théories s'organisent la plupart du temps dans l'identification, la clarification et l'explication d'anomalies qui, une fois qu'elles sont expliquées, permettent de faire progresser la recherche. Quant à moi, c'est la même optique que nous devrions avoir en ufologie. Ici, je vous donne un exemple de ce qu'il a fait avec des anomalies qu'on retrouve en géophysique. On peut voir qu'elles sont divisées en diverses catégories, qui elles-mêmes sont divisées en d'autres catégories. Et puis, bien souvent, les phénomènes lumineux vus par les témoins d'OVNI étaient des phénomènes géologiques. Mais ici, j'insiste sur le fait que ça marche comme en philosophie, genre-espèce. Il y a le genre géophysique avec les diverses espèces qui se subdivisent. Il faut sans doute faire la même chose avec les phénomènes en ufologie. Bon, voyez comment il a divisé les phénomènes non classés en 4 catégories. On peut voir qu'il se sent, semble-t-il, un petit peu mal à l'aise, mais encore une fois, comme pour le document de l'ONU, je suis ravi de voir qu'il a séparé la recherche sur la vie extraterrestre d'une part et les ovnis de l'autre. 2 choses différentes. Dans le cas des ovnis, je suis aussi très ravi, lui qui ne connaissait pas l'ufologie, ça se voit lorsqu'on consulte son domaine. Pourtant, même lui a fait mieux que la plupart des ufologues. Il a fait ce que je vous ai dit en début de conférence, en se basant d'une certaine façon sur Jenny Randall. D'une part, il y a les PAN, les phénomènes lumineux aériens. D'autre part, il y a les ovnis. Puis d'autre part, il y a les témoignages d'enlèvement que j'appelle les expériences ufologiques. Il faut séparer ces choses-là. Et cependant, sa catégorisation ufologique est fort déficiente. Nous devrions nous appuyer sur elle et y contribuer pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance du Source Book Project de 6000 anomalies. William Corliss a aussi développé 2 échelles d'évaluation qui seraient utiles en ufologie. Il a développé l'échelle d'évaluation des anomalies et celle de l'évaluation des données. Quant à moi, ça serait utile pour évaluer les cas. Tout cela mène au domaine qu'on appelle, en anglais du moins et en allemand, l'anomalistique. En français, ce mot n'existe toujours pas. Pourquoi? Bon, ce sera une de mes contributions ce soir, de faire valoir que ce mot doit exister. Il représente un domaine d'études légitime, comme David Hess le dit dans les études sur la science. L'anomalistique, finalement, c'est ce que Corliss faisait, c'est le catalogage d'anomalies. David Hess rajoute que c'est l'utilisation des méthodes scientifiques pour évaluer les anomalies avec l'objectif d'y découvrir une explication rationnelle. En gros, l'anomalistique, c'est un petit peu comme l'analistique en histoire, c'est recueillir des faits. Il ne peut pas y avoir d'anomalogie, une science qui étudie les anomalies. Il peut juste y avoir un catalogage des anomalies, parce que chacune des anomalies relève d'une discipline scientifique particulière, comme la médecine ou la physique. Ce sont ces disciplines-là qui doivent résoudre leurs propres anomalies. D'autre part, une notion sur laquelle j'insiste et sur laquelle je me présente. Je me présente comme un étiologue, car c'est ma compétence universitaire. J'étudie les textes anciens. Le mot étiologie, on le retrouve surtout à l'heure actuelle en médecine. C'est l'étude des causes d'une maladie. Cependant, ça existe aussi en anthropologie et en littérature, surtout en mythologie et en folklore. L'étiologie dans ces domaines, c'est l'explication d'un pourquoi. Comme par exemple, pourquoi telle montagne s'appelle de cette façon-là? Ah, c'est qu'il y a là 2000 ans, il y a un géant qui a été... Bon. Ou encore, pourquoi faites-vous tel rituel avant de vous marier? Ah, c'est que l'ancêtre de notre nation, au moment de se marier, a fait cela, nous, on continue à le faire. C'est pour expliquer des comportements ou des objets du monde ou des phénomènes. Dans le cas de sœur Catherine Jolicoeur, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a œuvré ici à l'Université Laval, elle a étudié le vaisseau fantôme, sans jamais penser le moindre du monde que c'était de vrais phénomènes ufologiques dans certains cas. Pour elle, c'était tout des explications humaines,
des méprises que là, les gens voyaient simplement une lumière, puis là, ils imaginaient un vaisseau fantôme. C'est une explication de phénomènes. C'est ce que c'est l'étiologie anthropologique et littéraire. Je pense être le premier chercheur qui met en relation, d'une part, l'étiologie et d'autre part, l'anomalistique. L'anomalistique, finalement, s'occupe de vrais phénomènes scientifiques, physiques, inexpliqués, comme par exemple comme la foudre en boule. Tandis que dans l'étiologie, on s'occupe de l'explication que les humains donnent de phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le phénomène en tant que tel. Par contre, l'étiologie me semble très importante en ufologie et pour le paranormal, parce que c'est comme un fil conducteur. Souvent, c'est simplement pour expliquer des méprises ou des choses qui ne sont pas des phénomènes inexpliqués de la science. Mais dans certains cas, ce serait comme la foudre en boule. Les gens ont développé une histoire pour expliquer ce phénomène-là. Et on peut voir à quel point que ces deux disciplines ne touchent pas du tout ces deux domaines ne touchent pas du tout les mêmes disciplines. Ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Maintenant, je vous dis quelques mots sur la liste de 352 thèses et dissertations académiques établies par Paolo Toselli, qui s'est joint comme contributeur à nos actes de colloque. On va publier cette liste de 52 thèses. Regardez à quel point de 1948 à 1973, c'est-à-dire durant 25 ans, c'est à peine s'il y a eu 18 contributions académiques. Depuis ce temps-là, il y en a eu 330 de plus. On voit que c'est un sujet beaucoup plus accepté, mais c'est surprenant qu'il y en ait eu si peu. Et j'ai fait mettre dans cette liste Catherine Jolicoeur. On peut voir qu'il y a eu simplement 4 doctorats dans ses premières contributions académiques de haute voltige. La plupart touchent le journalisme. On peut voir à quel point notre domaine a évolué depuis ce temps. Je veux mettre en évidence qu'il y a un schisme en ufologie qui est à l'origine de toute une pagaille, de querelles, de mauvaise volonté, puis aussi d'incompréhension qui mènent strictement à rien. Finalement, le schisme résulte du fait qu'on a cru au départ que tout cela c'était d'origine extraterrestre, puis que finalement tout cela n'était pas d'origine extraterrestre, que certains sont restés sur leur position, puis refusent de reconnaître que d'autres chercheurs qui ont d'autres optiques. Je vais exposer cette situation, puis y apporter une solution pour faire progresser notre discipline. Quant à moi, c'est ce que j'apporte ici, là. D'un côté, on retrouve les gens qui donnent une origine exogène aux ovnis. Depuis 2014-2015, dans le collectif OVNI et Conscience, on parle d'une origine endogène des ovnis. Je vais vous expliquer ce que c'est. À savoir que c'est un phénomène qui est simplement associé à la conscience des témoins, ou soit qui relève de la réalité ici sur Terre. Ce n'est pas un phénomène qui vient d'ailleurs, c'est un phénomène qui se produit ici, aussi énigmatique soit-il. Et heureusement, pour établir le juste équilibre, il y a une perspective sceptique qui est importante. La meilleure définition de ce que c'est qu'une perspective endogénétique pour expliquer les ovnis, c'est celle qu'on trouve par Jean-Jacques Jaillat dans le collectif OVNI et Conscience. Il nous dit très clairement, finalement, les ovnis ne sont pas extraterrestres. C'est un phénomène qui est inhérent à notre réalité. Il est transhistorique et seules ces manifestations prennent leur forme dans l'histoire, s'adaptant au contexte socio-culturel. Ce qui signifie qu'il nous faut essayer de penser le phénomène comme une composante interne, organique, dynamique de notre réalité, et non comme l'apparition dans l'histoire d'une forme exogène d'existence. On a plutôt le sentiment d'être en présence d'un processus qui utiliserait le mécanisme archétypal comme support d'information pour se manifester, le processus n'étant pas exogène, selon notre premier principe de base que nous pensions, mais que c'est un phénomène participant. Il nécessite les témoins pour se manifester, se provoquer et changer le cours des choses. Alors, repartons de la perspective exogénétique. Au départ, jusqu'à nos jours, l'ufologie populaire défend l'hypothèse extraterrestre. C'est possible, peut-être, dans certains cas. Je le laisse ouvert. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de cas comme ça, je ne défends pas cette hypothèse. C'est peut-être possible. De l'autre côté, je vous ai quand même dit qu'une ufologie scientifique
qui veut s'intéresser à la vie dans l'univers, c'est possible. C'est juste, quant à moi, ça ne relève pas de l'ufologie d'investigation, mais ça relève de la perspective exogénétique. Vous voyez? Ensuite, dans la perspective endogénétique, on peut séparer, encore une fois, entre l'ufologie populaire et l'ufologie scientifique. Les anges, les djinns, le New Age, le paranormal, c'est souvent conçu dans une perspective que c'est un phénomène qui se produit dans la réalité. Et puis moi, ce que je défends ce soir et dans ma deuxième partie, c'est que oui, il y a des phénomènes très intéressants qui sont des phénomènes de la réalité. Certains sont des pans qui interagissent avec la conscience, d'autres sont des phénomènes originaux qu'on appelle des ovnis, puis les autres expériences dont je vous ai parlé qui relèveraient aussi de cette perspective. La perspective critique nécessaire dans la progression de nos compréhensions. La perspective endogénétique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de récent en ufologie. C'est apparu au milieu des années 70. Depuis ce temps-là, il y a la pagaille. Les ufologues ne s'entendent plus entre eux, chacun tirant de leur côté. Il y a comme une préhistoire à ces nouvelles théories-là. On peut voir qu'ici, dans les auteurs que je vous présente, la plupart ne sont pas ufologues, mais ce sont des idées, comme l'idée de noosphère de Teilhard de Chardin, ou l'idée d'une imagination créatrice et d'un monde imaginal par Henri Corbin. Ce ne sont pas du tout des ufologues, mais c'est des idées qui ont été reprises sans arrêt par les théoriciens de ces nouvelles théories d'un modèle endogénétique de l'origine des ovnis. Et finalement aussi, une autre idée qui revient souvent, c'est l'hypothèse Gaïa, formulée par un scientifique d'un point de vue écologique, mais qui est repris par les ufologues maintenant. Maintenant, les ovnis, comme Fabrice Bonvin, qui était un des co-directeurs de notre colloque, lui, il défend une hypothèse gaïenne de l'ufologie, à savoir que les ovnis sont la manifestation de la conscience planétaire interagissant avec les consciences individuelles et les collectivités pour nous influencer, pour nous rendre sensibles aux désastres écologiques. C'est une hypothèse qui illustre bien la perspective endogénétique. Pour Henri Corbin, excusez-moi, je vais abréger. Finalement, c'est vraiment à partir des années 70 que plusieurs auteurs, d'abord Jacques Vallée, Bertrand Méheux et d'autres chercheurs américains anglophones comme Rutledge et Paul Devereux, qui ont développé ces hypothèses. Ici, si vous voyez 1, 2, 3, c'est que je mets leur spectre de recherche. On va donner un exemple comme Rutledge, qui a écrit sans doute un des meilleurs livres ufologiques en 1981, le projet Identification. Vous voyez, en grand, on retrouve son hypothèse endogénétique. Mais l'hypothèse 1 et 3, c'est son spectre. Il voyait aussi que, il y a peut-être certains ovnis qui sont de production humaine et que d'autres sont des vaisseaux mères. OK, il y a le droit. Mais c'était son spectre. Selon lui, il y avait telle et telle hypothèse, puis celle qui était endogénétique, c'était la seconde. C'est ce que mes graphiques veulent représenter ici. On peut aussi, un autre chercheur dans lequel je me reconnais beaucoup, c'est Albert Budden, qui a écrit un des meilleurs livres d'ufologie dans ce que je vous représente. Lui, c'est l'hypothèse de la mise en scène électromagnétique. Tout ce que je vous dis tout à l'heure là, à propos de l'interaction de la conscience avec l'environnement ou la planète. Lui, il dit, oui, c'est vrai, puis c'est un scientifique. Son livre est truffé de références à la science des ondes électromagnétiques et comment cette explication est possible pour les ovnis et de nombreux phénomènes paranormaux. Et jusqu'à nos jours, d'autres représentants de ces perspectives. Je chemine vers la dernière partie de ma première partie de conférence. Quant à moi, les gens qui veulent trouver une origine extraterrestre aux ovnis, ou ceux qui pensent que c'est un phénomène de la réalité, tout comme ceux qui croient à rien, ou qui restent prudents, à savoir les sceptiques, chacun d'entre nous sommes confrontés à ce que j'appelle l'horizon exopolitique. L'exopolitique, c'est un mouvement en ufologie de nos jours. C'est différent de ce que je veux parler d'ici. L'horizon exopolitique, c'est le fait qu'on est confronté à de l'inconnu, mais aussi à des intelligences inconnues avec lesquelles nous devrons traiter. Quant à moi, je suis très surpris que les gens, surtout qui cherchent la vie dans l'univers, qui veulent toujours parler des intelligences évoluées, les intelligences supérieures, je suis très surpris que ces gens-là ne sont pas plus admiratifs, contemplatifs par rapport, d'une part, à
à la vie animale. Vous cherchez de la vie intelligente dans l'univers. Commencez donc sur Terre. Commencez par tous les grands mammifères. Respectez-les. Construisez-leur non pas des zoos, mais un paradis pour eux, entre autres. Mais aussi toutes les sortes de vie animale, les microbes, la vie cellulaire. Tout cela est une certaine intelligence avec laquelle nous pouvons dialoguer, pas dialoguer en mots les uns avec les autres, mais qu'on peut comprendre de plus en plus en faisant des recherches. D'autre part, il y a tout le nouveau phénomène depuis la Seconde Guerre mondiale les ordinateurs, l'intelligence artificielle qui va mener à la vie robotique. Et bientôt, il y aura des psychologues. Les psychologues du 21e siècle vont être des intelligences artificielles. Vous allez parler à une machine qui va faire un meilleur travail qu'un vrai psychologue, quant à moi. Il y aurait toutes sortes d'autres exemples. On est à la veille d'un dialogue avec toutes sortes d'intelligences robotisées qui relèvent de l'informatique. C'est une vie intelligente qui nous aide grandement. Ça révolutionne toutes les sciences, toute la recherche à l'heure actuelle, les bases de données, et ensuite de tout ça, l'intelligence artificielle qui cherche pour nous dans les bases de données, qui nous rapporte de l'information et avec lequel on va développer des dispositifs pour dialoguer de plus en plus avec une intelligence artificielle. Moi et de nombreuses autres personnes auront des amis qui seront simplement des programmes d'ordinateur avec lesquels nous discutons, puis que ce sera très intéressant. Finalement, oui, dans l'univers, sur de lointaines planètes, peut-être qu'ils ne viendront jamais ici, peut-être qu'ils sont déjà venus, peut-être qu'ils viendront demain. Effectivement, il y a sans doute des extraterrestres dans l'univers. Et puis, l'horizon exopolitique les concerne surtout, dans le sens que même si on ne les connaît pas encore, même si nous les connaîtrons dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, ce jour viendra et il faut se préparer dès maintenant pour cela. Les sciences humaines et sociales ont fait de grands progrès. Même les propres humains sont des extraterrestres pour nous. Nos ancêtres, vos arrière-arrière-grands-parents étaient tellement différents de vous. Leur langage, ils ne parlaient même pas la même langue que vous. D'une certaine façon, ils sont eux aussi, comme les animaux, comme les robots, des extraterrestres qu'on recherche, tout comme les humains de l'avenir, à quel point ils vont changer, ou encore juste les autres cultures, d'une culture à l'autre. Nous avons affaire à une intelligence avancée, différente de la nôtre. C'est difficile de comprendre les autres cultures quand ils ont une culture totalement différente. Je reproduis exactement en mots compliqués ce qui était écrit. Fait que, par exemple, l'extraterrestre en haut. L'extraterrestre, en gros, c'est une projection anthropomorphique la plupart du temps et qui se doit être le moins possible anthropomorphique de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent être. Ensuite, par rapport à la vie animale, c'est tout relié aussi à l'écosystème, la réflexion par rapport à l'écologie qu'il faut redécouvrir. Ce que je vous présente ici, là, finalement, c'est une de mes grandes conclusions extravagantes d'après 10 ans d'ufologie. Moi, au départ, je pensais qu'on avait affaire à des extraterrestres ou des vrais véhicules. Finalement, on a affaire avec des types d'intelligence qui sont déjà présentes et qu'il faut redécouvrir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en d'autres mots. Par rapport à l'humain, c'est l'introspection transhistorique comparative. Tout cela doit mener vers une même direction. Les sceptiques et les partisans des deux autres hypothèses doivent dialoguer ensemble et cheminer peu à peu vers une meilleure compréhension et des animaux, et du monde, et de la vie de l'univers, et de ces nouvelles intelligences artificielles, et de nous-mêmes, des humains. Comme par exemple, les langages. Moi, j'étudie beaucoup les langues anciennes, ou les institutions, ou les cultures. Ce sont des formes d'intelligence. Ce que je veux dire ici, ce sont des formes de vie humaine indépendantes des individus. Le langage évolue par lui-même. C'est une forme de vie. Vous cherchez de la vie intelligente. Le langage est une forme de vie intelligente, même s'il est parlé par des humains. Tout comme les institutions politiques ou culturelles sont des formes de vie qui traversent les générations. C'est une drôle de forme de vie, hein? Ils n'ont même pas de corps. C'est ma conclusion. Là, je vous ai parlé comme de 4 sortes d'extraterrestres. Hein? Il y a les animaux, les vrais, les robots, nous-mêmes. Mais ce modèle est incomplet. Il faut y rajouter un zénith et un nadir. Ce qui sont des idées que vous connaissez vous-même, c'est des idées qui sont toujours ressassées.
c'est que c'est plus mystérieux que cela. Là, tu sais, les animaux, les robots, les humains, ça ne ressemble pas du tout à ce que je vous ai présenté en début de conférence, les vrais ovnis, les humanoïdes. Que sont les ovnis? Que sont les humanoïdes? Ils ne sont pas des animaux ni des robots. Puis, la plupart des chercheurs, et nous tous qui cherchons une réponse, on hésite. Est-ce que c'est un phénomène individualisé, comme un ange, un daimon ou un djinn? À savoir que c'est comme une créature subtile, ultra-matérielle, mais est-ce que c'est une créature individualisée, qui a un nom ou une personnalité? Puis de l'autre côté, en bas, au nadir, on se dit, ben, les anges, les daimons, c'est peut-être juste comme un phénomène de la réalité, impersonnel, non individualisé. Je pense que ça présente bien le spectre de nombreuses hypothèses avec lesquelles nous jonglons pour essayer de comprendre les phénomènes qui nous dépassent. Conclure en spécifiant les 6 grands problèmes que j'ai abordés au cours de la conférence, puis qu'on retrouve sans arrêt en ufologie et qui nous freinent dans notre compréhension. Il y a le problème langagier, il y a le fait que le mot ovni, extraterrestre, c'est insuffisant. C'est le fait qu'on appelle tout ce grand domaine l'ufologie, c'est des mots qui doivent évoluer. Prenons par exemple ici Jean-Bruno Renard, dans sa contribution pour une sémiotique des rencontres insolites. Lui, c'est un anthropologue, ce n'est pas un ufologue, mais ce qu'il dit va rejoindre tout ce à quoi nous sommes confrontés. Quand on parle d'OVNI, on parle de phénomènes qu'on ne sait pas trop. On voit une petite lumière, on dit « Ah, c'est un satellite ». On fait appel au sémantisé, au vocabulaire qu'on connaît déjà. Ou sinon, on va développer un nouveau mot pour parler de cette réalité-là. Et parfois, on n'a pas de mot, on va juste emprunter une comparaison. « Ah, c'était comme un serpent vert ». Ça veut dire quoi, un serpent vert? Et puis, il y a le non sémantisé, ce qui est indicible. Ensuite, il y a le problème générique que j'ai bien exposé dans ma conférence. Quand je vous disais, il faut séparer les divers types, faire des classes, c'est un problème générique. Pas tout mettre dans le même panier, c'est aussi un problème méthodologique. Ensuite, on rentre de plein pied dans le domaine de l'ufologie. En ufologie, on est constamment confronté aux problèmes empiriques. On n'est jamais capable de capturer les soucoupes volantes. On est rarement capable de les photographier. Elles sont toujours évanescentes. Alors, c'est un problème empirique en soi. Ce qui mène au problème systémique. La systémique, c'est une discipline des sciences humaines et sociales, surtout développée à partir des années 50, dans lequel ça s'applique à toutes sortes de disciplines. C'est lorsqu'on essaie de comprendre toutes sortes de phénomènes puis d'en faire un système. Regardez à quel point ça va rejoindre ce que j'ai assez démontré dans ma conférence. Jusque dans les années 70, c'est drôle, hein? On concevait toujours les systèmes de façon structuraliste, un système clos sur lui-même. À partir des années 70, on s'est dit non, les systèmes, comme les institutions, comme les langages, ça l'évolue avec le temps. Ça l'évolue en fonction du contexte. Puis c'est ce que la perspective endogénétique a fait en ufologie. C'est une application de second degré de la systémique, quant à moi. Vous pouvez lire, par exemple, Edgar Morin comme systémologue. Tout cela, il y a de quoi le dire, ça mène à des problèmes de compréhension du phénomène, comment on peut le connaître. J'ai proposé certaines pistes pour y parvenir. Finalement, un des principaux problèmes, en citant la bibliographie qui a été commandée par la librairie du Congrès américain en 1968-69, lorsqu'ils ont fait l'étude Colorado, que vous connaissez sans doute avec le projet Condon, comme on appelle, qui a mené à la fermeture du projet Blue Book. Au même moment, le gouvernement américain commandait une bibliographie dans laquelle on dit au départ, puis c'est très vrai, le problème de base en ufologie, c'est qu'on doit analyser chaque cas individuellement. Il faut toujours parler aux témoins, tout reconstituer, tout vérifier les informations. Finalement, ça mène au grand problème philosophique, non seulement de l'ufologie, mais de l'humanité, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne comprend pas. Les humains veulent tout savoir tout de suite, alors que la science, comme notre colloque le disait, de l'expérience à la science, c'est un long processus dans lequel le savoir se constitue peu à peu. J'espère avoir contribué à cette démarche parmi vous.